La fille du stock a été renvoyée pour avoir fait tomber des cartons et le millionnaire a vu l'étiquette cousue sur ses vêtements, avec le même surnom qu'il utilisait en secret pour sa fille avant qu'elle ne disparaisse il y a 19 ans. Le réveil sonne à 5h30 du matin, dans le petit studio d'Isabelle Roux, au 3e étage d'un immeuble vétuste de Lyon. Elle ouvre les yeux et son regard tombe immédiatement sur le morceau de tissu brodé cousu à sa tête d'oreiller. « Claire », lit-elle une fois de plus, comme chaque matin depuis 19 ans. Ce simple prénom brodé à la main constitue son unique lien avec un passé qu'elle ne parvient pas à reconstituer. « Allez, ma fille, debout », se murmure-t-elle à elle-même, utilisant cette expression tendre qu'elle a entendu d'autres enfants recevoir de leurs parents au fil des années. Elle n'a jamais eu personne pour la réveiller avec douceur. Alors elle s'est habituée à être sa propre mère, sa propre famille. Dans la salle de bain minuscule, Isabelle observe son reflet dans le miroir terni. Ses cheveux châtains tombent en cascade sur ses épaules, encadrant un visage aux traits délicats, marqué par la fatigue mais illuminé par une bonté naturelle. Elle touche machinalement son épaule droite, là où se trouve cette étrange marque de naissance en forme d'étoile. Petite, elle imaginait que c'était un signe, que quelqu'un quelque part la cherchait grâce à cette étoile unique. En s'habillant, elle vérifie que le morceau de tissu est bien cousu à l'intérieur de sa blouse de travail. Cette petite manie l'accompagne depuis l'adolescence. Elle a toujours un fragment de cette couverture mystérieuse cousue dans ses vêtements, son amulette, son espoir tangible qu'un jour, quelqu'un reconnaîtra ce tissu et lui révélera qui elle est vraiment. Le trajet en métro jusqu'au marché Saint-Raphaël dure 40 minutes. Isabelle utilise ce temps pour réviser mentalement sa liste de tâches, inventaire des produits laitiers, réapprovisionnement des rayons fruits et légumes, et surtout, éviter de contrarier Diego, le gérant. Cet homme la met terriblement mal à l'aise avec ses regards insistants et ses remarques désobligeantes. « Salut Isabelle », lance Martine, la caissière principale, quand elle arrive au magasin. « Tu as encore cette tête d'enterrement. Qu'est-ce qui va pas, ma puce ?» Isabelle sourit faiblement. Martine fait partie de ses collègues qu'elle aide discrètement quand les fins de mois sont difficiles. La semaine dernière, elle a glissé 50 € dans le casier de Martine, sachant que son fils avait besoin de nouvelles chaussures pour l'école. « Ça va, Martine, juste fatiguée. Tu travailles trop, ma belle. Faudrait que tu penses un peu à toi, que tu sortes, que tu rencontres quelqu'un. » Isabelle enfle sa blouse en hochant la tête poliment. Comment expliquer à Martine qu'elle ne peut pas vraiment vivre sa vie tant qu'elle ne sait pas qui elle est? Comment construire un avenir sur des fondations aussi fragiles qu'un prénom brodé et des souvenirs flous, à quelques kilomètres de là, dans son bureau panoramique dominant Lyon, Marc Girard contemple la ville qui s'éveille. À 52 ans, cet homme autrefois chaleureux s'est mué en fantôme de lui-même. Ses cheveux autrefois châtains sont maintenant poivre et sel, ses yeux bleus se sont ternis, et son visage porte les stigmates de 19 années de culpabilité dévorante. Sur son bureau s'étalent des dizaines de dossiers, de photos, de rapports de détectives privés, des visages de jeunes femmes lui sourient depuis les cadres, toutes les Claires possibles que ces enquêteurs ont trouvées au fil des années. Aucune n'était sa fille. Monsieur Girard, sa secrétaire, Madame Dubois, passe timidement la tête par la porte. « Votre rendez-vous de 9h est arrivé. » Marc soupire et range machinalement la photo de Claire, celle où elle sourit avec ses 2 dents de lait manquantes, blottie dans sa couverture préférée. Cette petite couverture blanche avec des étoiles dorées qu'elle traînait partout. Faites-le entrer. Le détective privé Rousseau s'installe face à lui avec un dossier épais. C'est le 4e enquêteur cette année, après que les 3 précédents aient abandonné en expliquant qu'après 19 ans, les chances de retrouver Claire vivante étaient négligeables. Monsieur Girard, j'ai épluché tous les dossiers de disparition, tous les placements en orphelinat de la région Rhône-Alpes entre 2005 et 2006. J'ai trouvé 3 nouvelles pistes. Marc écoute d'une oreille distraite. Combien de nouvelles pistes a-t-il entendu? Combien d'espoirs brisés? Pourtant, il ne peut pas s'arrêter. Chaque matin, il se réveille avec le visage de Claire devant les yeux. Il entend encore sa petite voix lui dire « Bonne nuit ». Papa, le soir où elle a disparu, continuez vos recherches, finit-il par dire au détective. Et élargissez à toute la France si nécessaire. Quand Rousseau s'en va, Marc retourne à sa contemplation de la ville, quelque part là-bas. Peut-être que Claire grandit, qu'elle travaille, qu'elle vit sans savoir qui elle est vraiment.
Cette pensée le maintient en vie depuis 19 ans. De retour au supermarché, Isabelle termine l'inventaire du rayon fromage quand elle entend des éclats de voix près des caisses. Thomas, un employé à temps partiel et étudiant, se fait réprimander violemment par Diego. « Tu es vraiment qu'un bon à rien. » 3 erreurs de caisse en une semaine. Le jeune homme rougit, les larmes aux yeux. Isabelle connaît sa situation. Thomas élève seul sa petite sœur depuis que leurs parents sont morts dans un accident. Il ne peut pas se permettre de perdre ce travail. « Monsieur Diego », intervient-elle doucement. « Thomas a été malade cette semaine. Toi, on t'a rien demandé ?» aboie Diego, ses petits yeux noirs brillants de méchanceté. « Retourne à tes cartons au lieu de jouer les bonnes sœurs. » Isabelle baisse la tête et s'éloigne, mais elle a déjà pris sa décision. Ce soir, elle glissera de l'argent dans le sac de Thomas pour compenser la retenue sur salaire que Diego va sûrement lui infliger. La journée se termine dans une routine familière. Isabelle aide ses collègues en difficulté, évite Diego et rentre chez elle avec ce sentiment étrange d'attendre quelque chose sans savoir quoi. Dans son studio, elle réchauffe un plat préparé en observant les photos d'autres employés sur son réfrigérateur. Martine avec ses enfants, Thomas avec sa sœur, Paul avec sa femme, des familles, des liens, des racines qu'elle envie profondément. Avant de se coucher, elle sort de son tiroir son seul véritable trésor, un fragment plus grand de la couverture mystérieuse, soigneusement conservé dans du papier de soie. Elle le porte à ses narines et respire cette odeur fanée qui lui évoque parfois des bribes de souvenirs. Une voix d'homme qui chante, une sensation de sécurité, une chaleur protectrice. « Qui que tu sois », murmure-t-elle au tissu, « j'espère que tu me cherches autant que je te cherche. » Cette nuit-là, comme toutes les autres depuis 19 ans, 2 cœurs battent au même rythme d'espoir et de douleur dans la ville de Lyon, sans savoir qu'ils ne sont séparés que par quelques kilomètres, et un destin qui s'apprête à les réunir de la façon la plus inattendue. 19 ans plus tôt, automne 2005, la petite Claire Girard, 7 ans, court dans le couloir de la somptueuse demeure familiale, sa couverture étoilée traînant derrière elle comme une cape de princesse. Ses boucles châtaines rebondissent à chaque pas, tandis qu'elle cherche son papa dans la grande maison. « Papa, papa, regarde ce que j'ai dessiné. » Marc Girard lève les yeux de ses documents comptables et son visage s'illumine instantanément. À 33 ans, il déborde d'énergie et d'ambition. Mais rien ne compte plus que sa petite fille aux yeux pétillants. « Montre-moi ça, ma puce !» Claire brandit fièrement un dessin coloré représentant 2 silhouettes sous un arc-en-ciel, une grande avec une cravate, une petite avec des couettes. « C'est toi et moi, papa. Et regarde, j'ai dessiné ton magasin avec plein de gens contents dedans. » Marc prend sa fille sur ses genoux, respirant l'odeur de shampoing à la fraise de ses cheveux. Ces moments constituent un de son bonheur absolu. Claire qui babille joyeusement, qui lui raconte sa journée à l'école, qui s'endort contre lui le soir en réclamant une chanson. « Tu sais quoi, ma Claire étoile? Un jour, tout ça sera à toi. Les magasins, la maison, tout. Même ma couverture étoilée. Surtout ta couverture étoilée. » Rit Marc en embrassant la marque de naissance en forme d'étoile sur l'épaule de sa fille. « C'est ton porte-bonheur, ma chérie. » Dans la cuisine, Sylvie Morin, 42 ans, observe la scène avec un mélange de tendresse feinte et d'amertume croissante. Gouvernante de la famille Girard depuis 3 ans, elle a toujours rêvé d'une vie différente. Voir Marc dorloter Claire lui rappelle cruellement tout ce qu'elle n'aura jamais. « Claire, viens manger ton goûter. » lance-t-elle d'un ton sec. « J'arrive, Sylvie. » Sylvie grimace, cette familiarité l'agace. Elle n'est qu'une employée. Pourtant Claire la traite comme une seconde maman. Ironie du sort. Elle qui s'occupe de l'enfant des autres n'en aura jamais. Les ennuis commencent une semaine avant la tragédie. Marc rentre plus tôt que prévu de son bureau et trouve Sylvie dans sa chambre, fouillant dans le coffret à bijoux de sa défunte épouse. « Sylvie, qu'est-ce que vous faites ?» La gouvernante sursaute, laissant tomber un collier de perles. Son visage se décompose face au regard accusateur de Marc. « Je faisais le ménage, monsieur. Ce collier était tombé derrière la commode. Mentez pas, Sylvie. Je vous ai vu le mettre dans votre poche. » Un silence pesant s'installe. Sylvie redresse le menton, tentant un dernier mensonge. « Vous vous trompez, monsieur Girard. Jamais je ne... »« Ça suffit, » explose Marc. « Vous êtes renvoyé. Je veux que vous partiez immédiatement. »
Marc, s'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. Mon frère a des dettes. Vous devriez y penser avant de voler ma famille. » L'humiliation publique suit rapidement. Marc appelle la police. Sylvie est emmenée devant les voisins curieux. Les journaux locaux relatent l'affaire. En une semaine, elle perd tout. Travail, réputation, logement, dans le petit appartement miteux qu'elle partage désormais avec son frère Étienne. Sylvie rumine sa vengeance. Étienne, petite frappe locale aux multiples casiers judiciaires, écoute sa sœur pleurer de rage. « Il m'a détruite, Étienne. J'ai tout perdu à cause de ce salaud. » Et sa précieuse petite princesse qui se pavane dans sa grande maison. « Calme-toi, Sylvie. On va lui faire payer. » « Comment ? Il a de l'argent ? » Des avocats, des relations. Étienne allume une cigarette. Un sourire mauvais aux lèvres. On va prendre ce qu'il a de plus précieux, sa gamine. Le plan se met en place rapidement. Étienne connaît les horaires de l'école de Claire. L'itinéraire habituel, le matin fatidique. Sylvie attend dans une voiture volée pendant qu'Étienne surveille la sortie de l'école Saint-Joseph. À 15h30 précise, Claire sort en sautillant, sa petite cartable rose sur le dos. Elle attend Sylvie comme convenu. Un arrangement exceptionnel car Marc est en déplacement professionnel. « Claire, par ici ma chérie. » La petite fille court vers la voiture familière, sans méfiance. Sylvie ressent un pincement au cœur en voyant le sourire confiant de l'enfant, mais sa soif de vengeance l'emporte. « On va faire une surprise à papa », demande Claire en bouclant sa ceinture. « Oui, ma puce, une très grande surprise. » Mais tout dérape rapidement. La police, alertée par l'institutrice qui trouvait étrange ce changement d'habitude, lance les recherches plus tôt que prévu. Étienne panique, en entendant les sirènes qui se rapprochent de leur planque. Un entrepôt abandonné en banlieue. Ils nous ont retrouvés, faut qu'on se tire. Et la gosse, on la laisse. Tu veux finir au trou. Dans la confusion, Étienne abandonne Claire dans une gare routière de Toulouse. Terrifiée et en pleurs, serrant sa couverture étoilée contre elle, des heures passent avant que Sylvie la retrouve, errant près des guichets, appelant son papa entre deux sanglots. Voyant l'enfant traumatisé, Sylvie prend une décision qui changera deux vies à jamais. Au lieu de la ramener, ce qui signifierait sa propre arrestation, elle décide d'une vengeance plus cruelle encore. « Tu ne reverras plus jamais ton papa », murmure-t-elle à Claire en la prenant par la main. « Il t'a abandonné, moi aussi, il m'a abandonné. » Durant le trajet vers Lyon, Sylvie emmène Claire chez un coiffeur de quartier, où elle fait couper ses boucles châtaines au carré. L'enfant pleure en voyant ses cheveux tomber. Mais Sylvie reste inflexible. « Maintenant, tu t'appelles Isabelle. Claire n'existe plus. » À l'orphelinat Maison Claire Lumière, Sylvie présente Isabelle comme une enfant trouvée dans la rue, amnésique après un traumatisme. Elle forge de faux papiers avec l'aide d'Étienne et verse un pot de vin au directeur pour éviter les questions embarrassantes. Elle ne se souvient de rien, explique Sylvie aux religieuses. Juste de ce prénom brodé sur sa couverture, peut-être qu'un jour, quelqu'un viendra la chercher. Mensonge cruel. Sylvie sait parfaitement que Marc la cherche partout, sauf ici, sous une fausse identité, dans une ville où il ne penserait jamais à regarder. Les années passent. Depuis son appartement de Lyon, Sylvie observe parfois de loin l'orphelinat, puis plus tard les différents lieux de travail d'Isabelle. Elle photographie secrètement chaque étape de sa croissance, constituant un album macabre de sa vengeance accomplie. Marc se détruit à petit feu dans sa quête désespérée. Il engage détective sur détective, finance des campagnes de recherche, offre des récompenses colossales. Rien. Claire semble avoir disparu de la surface de la terre, dans sa chambre devenue sanctuaire. Il conserve tout, les jouets, les vêtements, même la couverture étoilée assortie à celle que Claire serrait ce jour-là. Chaque soir, il s'endort en tenant ce tissu, imaginant sa petite fille quelque part, l'appelant dans ses rêves. Pendant ce temps, à l'orphelinat, la petite Isabelle grandit avec un vide béant dans le cœur. Ses souvenirs s'estompent progressivement, ne laissant que des fragments douloureux, une voix d'homme qui chante, une odeur de parfum masculin, une sensation de sécurité absolue qu'elle ne retrouve nulle part. Elle serre sa couverture chaque nuit, répétant le prénom Claire comme une prière, sans comprendre pourquoi ce mot lui procure à la fois réconfort et tristesse infinie. 19 ans plus tard, Sylvie emporte son secret dans la tombe. Mais pas avant d'avoir légué à son fils Diego les clés d'une vengeance qui pourrait enfin rapporter gros, car si Marc Girard a survécu à la perte de sa fille,
Découvrir qu'elle a vécu sous son nez pendant des années pourrait bien l'achever définitivement. Ou au contraire, lui offrir la rédemption qui l'attend depuis tant d'années. Diego Dumas se réveille chaque matin avec le sourire satisfait d'un homme qui détient le secret le plus précieux de France. Dans son appartement moderne de Villeurbanne, il contemple les photos étalées sur sa table basse, des dizaines de clichés d'Isabelle pris à son insu au fil des années. Sur certaines, elle a 12 ans et porte l'uniforme de son collège. Sur d'autres, elle a 18 ans et reçoit son certificat de fin d'études. Les plus récentes la montrent au travail, dans ce même supermarché où Diego a orchestré sa nomination comme gérant il y a 6 mois. « Merci maman », murmure-t-il en caressant une photo particulièrement nette d'Isabelle souriant à un client. « Ton petit projet de vengeance va me rendre riche. » 3 ans plus tôt, sur son lit de mort à l'hôpital de Lyon-Sud, Sylvie Morin avait saisi le bras de son fils avec une force surprenante pour une femme rongée par le cancer. « Diego, j'ai quelque chose à te dire, quelque chose d'important. » Les yeux fiévreux de sa mère brillaient d'un éclat étrange, tandis qu'elle lui racontait l'histoire de Claire Girard. Devenue Isabelle Roux, Diego avait d'abord cru aux divagations de la morphine, jusqu'à ce que Sylvie lui montre l'album photo caché sous son matelas. « J'ai tout documenté », avait-elle chuchoté. « Chaque année, chaque étape de sa vie, j'ai même gardé ses adresses, ses écoles, ses employeurs. Marc Girard ne sait pas que sa fille travaille pour lui depuis 3 ans. Pourquoi tu ne l'as jamais dit ? Au début, c'était ma vengeance. Voir Marc souffrir me suffisait. Mais maintenant, sa voix s'était brisée. J'ai gâché 2 vies par pure méchanceté. Fais-en ce que tu veux, mais moi, je vais en enfer. Diego avait hérité de ce fardeau avec un pragmatisme qui aurait horrifié sa mère. Plutôt que de révéler la vérité par remords, il y avait vu une opportunité en or. Marc Girard valait des centaines de millions. Combien paierait-il pour retrouver sa fille ? Et surtout, combien paierait-il pour que le scandale de sa négligence parentale ne s'étale pas dans les médias ? Le plan avait mûri lentement. Diego avait d'abord postulé pour un poste de cadre dans l'Empire Girard. Gravissant les échelons avec une efficacité calculée, quand le poste de gérant du marché Saint-Raphaël s'était libéré, il avait manœuvré pour l'obtenir, sachant qu'Isabelle y travaillait déjà. Ce matin de novembre, Diego affine les derniers détails de son plan. Il ouvre son ordinateur portable et rédige un email anonyme destiné au siège social de Girard Marché. « Monsieur Girard, des irrégularités graves ont été constatées dans la gestion du marché Saint-Raphaël, vol de marchandises, falsification de comptes, maltraitance du personnel. Une inspection surprise s'impose de toute urgence. » Il programme l'envoi pour 14 heures, sachant que Marc consulte toujours ses emails en fin d'après-midi. Avec un peu de chance, le grand patron débarquera demain pour une visite impromptue. Au supermarché, Isabelle termine l'inventaire du rayon surgelé quand Diego s'approche d'elle avec son sourire faussement paternel. « Isabelle, ma petite, j'ai une mission spéciale pour toi aujourd'hui. » Elle lève les yeux. Surprise par cette soudaine bienveillance, d'habitude, Diego ne lui adresse la parole que pour la critiquer. « Je voudrais que tu t'occupes du réassort des produits de luxe. Tu sais, les champagnes, les foie gras, les chocolats fins. C'est délicat, il faut faire attention. » « Bien sûr, monsieur Diego. Mais pourquoi moi ? D'habitude, c'est Martine qui s'en charge. Disons que j'ai confiance en toi, » ment Diego avec un clin d'œil. « Et puis, il faut bien que tu apprennes. Qui sait ? Peut-être qu'un jour tu auras des responsabilités plus importantes. » Isabelle rougit de plaisir. Enfin, on reconnaît ses efforts. Elle ne sait pas que Diego vient de lui tendre un piège soigneusement orchestré. Les produits de luxe sont fragiles, chers, et empilés de façon précaire sur les étagères hautes. Un faux mouvement, et c'est la catastrophe assurée. Dans son bureau, Marc Girard termine une réunion avec ses directeurs financiers quand sa secrétaire frappe à la porte. « Monsieur, vous avez reçu un email urgent marqué « confidentiel ». Marc fronce les sourcils en lisant le message anonyme. Des irrégularités dans ses magasins. C'est impossible. Ses équipes sont triées sur le volet. Ses procédures de contrôle infaillibles. Pourtant, ce correspondant semble informé de détails précis. « Madame Dubois, annulez mes rendez-vous de demain matin. Je vais faire une inspection surprise au marché Saint-Raphaël. Dois-je prévenir M, Dumas, le gérant ? Surtout pas, si quelque chose se trame là-bas. Je veux les prendre sur le fait. » Marc passe la soirée à éplucher les rapports de gestion du magasin. Officiellement, tout semble normal.
Mais son instinct d'homme d'affaires lui dit que quelque chose cloche. Pourquoi cette dénonciation anonyme? Pourquoi ce magasin en particulier? Il décide de faire appel à son fidèle investigateur privé, Jean-Luc Rousseau, celui-là même qui cherche Claire depuis des mois. « Jean-Luc, Marc Girard à l'appareil, j'ai besoin que vous me rendiez un service urgent. »« Bien sûr, monsieur Girard. De quoi s'agit-il ? Je veux que vous fassiez une enquête discrète sur mon magasin de la rue Saint-Raphaël. Infiltrez-vous si nécessaire. Installez des caméras de surveillance. J'ai des soupçons de fraude. Vous voulez que j'abandonne les recherches de votre fille ?» Marc hésite. Chaque minute passée à chercher Claire lui semble vitale. Mais ses affaires ne peuvent pas souffrir d'une éventuelle corruption. Non, continuez les recherches. Mais ajoutez cette mission. Mon instinct me dit que quelque chose de louche se prépare. Le lendemain, Rousseau se présente au marché Saint-Raphaël déguisé en client mystère. Il observe discrètement le personnel, note les procédures et surtout, installe 2 micro-caméras dans des endroits stratégiques, une près des caisses, l'autre dans le rayon produits de luxe. Il remarque immédiatement Diego, ce gérant au sourire trop large qui surveille une jeune employée avec une attention particulière. Cette fille, brune aux traits délicats, semble nerveuse en manipulant les bouteilles de champagne sur l'étagère du haut. « Faites attention, Isabelle !» lance Diego d'une voix assez forte pour être entendue de plusieurs clients. « Ces bouteilles coûtent une fortune. » Rousseau fronce les sourcils. Pourquoi attirer l'attention sur la fragilité des produits? Un bon gérant ferait tout pour éviter les accidents, pas pour les provoquer. Dans l'après-midi, Marc reçoit un appel de Rousseau. « Monsieur Girard, j'ai installé la surveillance comme convenu. Quelque chose me dit que vous avez eu raison de vous méfier. » Ce gérant, Dumas, manigance quelque chose. Il a mis une jeune employée sur une tâche visiblement trop difficile pour elle. « Continuez à surveiller. Je passerai demain en fin de journée. » Marc raccroche avec un mauvais pressentiment. Dans sa quête obsessionnelle de Claire, il a peut-être négligé ses affaires. Et si des employés véreux profitèrent de sa distraction pour le voler? Ce soir-là, Diego vérifie une dernière fois son plan. Demain, Isabelle aura son accident. Marc débarquera au moment précis où elle sera au plus bas, humiliée devant tout le monde. L'émotion sera à son comble quand il révélera la vérité sur son identité. Il sort l'une des photos les plus anciennes, Isabelle à 8 ans, devant l'orphelinat, serrant sa couverture étoilée. Sur le dos, Sylvie avait écrit « Claire Girard, disparue le 15 octobre 2005, retrouvée le 16 octobre 2005, sous le nom d'Isabelle Roux. Demain, papa et fille se retrouvent. Ricane Diego. Et moi, je deviens riche. » Il ne sait pas encore que Marc Girard ne sera pas seul demain, que des caméras enregistreront chacun de ses mots, et que parfois, les plans les mieux orchestrés se retournent contre leurs auteurs de la façon la plus spectaculaire. Le destin a ses propres règles, et Diego Dumas s'apprête à l'apprendre à ses dépens. Le vendredi 17 novembre commence comme tous les autres matins pour Isabelle. Elle se réveille à 5h30, touche machinalement le morceau de tissu brodé clair, cousu dans sa tête d'oreiller, et se prépare pour une journée qu'elle imagine ordinaire. Rien ne laisse présager que dans quelques heures, sa vie basculera à jamais au marché Saint-Raphaël. L'atmosphère est étrangement tendue. Diego arpente les allées avec une nervosité inhabituelle, consultant sans cesse sa montre. Il a programmé l'accident d'Isabelle pour 17h précises. Moment où l'affluence est maximale et où Marc Girard devrait arriver selon ses calculs. « Isabelle ?» appelle-t-il vers 16h. « J'ai besoin que tu finisses le réassort des champagnes avant la fermeture. Il faut absolument que tout soit parfait pour demain. » Isabelle acquiesce, ignorant le sourire satisfait qui traverse furtivement le visage de son gérant. Elle enfile ses gants de manutention et se dirige vers le rayon produits de luxe, où l'attendent des caisses de bouteilles de Dom Pérignon à 200 € pièce. À 15 km de là, Marc Girard termine sa journée au siège social avec une étrange prémonition. Depuis ce matin, il ressent une nervosité inexplicable. Comme si quelque chose d'important allait se produire, il consulte sa montre. 16h45, le moment parfait pour cette visite surprise. « Madame Dubois, je pars au marché Saint-Raphaël. Si on me cherche, je serai de retour en fin de soirée. » Sa secrétaire hoche la tête, habituée aux déplacements impromptus de son patron. Marc attrape sa veste et se dirige vers l'ascenseur, accompagné de 2 membres de son équipe de sécurité, une précaution standard pour ses visites d'inspection. Dans sa voiture, il repense au dernier rapport de Rousseau. Quelque chose ne tourne pas rond dans ce magasin, et il compte bien découvrir quoi.
Mais tandis qu'il traverse Lyon, ses pensées dérivent inévitablement vers Claire, comme toujours. Où est-elle en ce moment? À quoi ressemble-t-elle? A-t-elle gardé cette marque de naissance en forme d'étoile sur l'épaule? Au supermarché, Isabelle monte sur l'escabeau métallique pour atteindre l'étagère supérieure. Les bouteilles de champagne sont lourdes, et elle doit faire plusieurs voyages entre les caisses au sol et les emplacements en hauteur. Diego l'observe depuis le bout de l'allée, feignant de contrôler d'autres rayons tout en gardant un œil sur sa proie, à 17 heures précises. Il se rapproche nonchalamment. « Isabelle, dépêche-toi un peu, les clients attendent. » La jeune femme sursaute à cette remarque injuste. Il n'y a personne dans l'allée. Ce mouvement brusque déséquilibre l'escabeau qui vacille dangereusement. Isabelle tente de se rattraper en s'agrippant à l'étagère, mais son geste précipité ébranle toute la structure métallique. Le bruit est assourdissant. 18 bouteilles de Dom Pérignon s'écrasent au sol dans une explosion de verre et de mousse dorée. Isabelle tombe lourdement, se rattrapant de justesse pour éviter de s'empaler sur les tessons. Sa blouse se déchire au niveau de l'épaule droite, révélant un pan de peau clair, orné d'une marque de naissance distinctive. « Qu'est-ce que tu fous ?» hurle Diego avec une théâtralité parfaite. « Tu viens de détruire 3 600 € de marchandises. » Sa voix porte dans tout le magasin. Les clients se retournent, les employés accourent. Isabelle, agenouillée au milieu des débris, tente désespérément de ramasser les morceaux de verre, les larmes ruisselant sur ses joues. « Je suis désolée, monsieur Diego. Je ne l'ai pas fait exprès, je vous jure. » « Désolé, désolé. » Diego monte le ton pour être sûr d'attirer l'attention. « Avec ton salaire de misère, il te faudrait 6 mois pour rembourser. Tu es virée, Isabelle. » Immédiatement, c'est précisément à cet instant que Marc Girard franchit les portes automatiques du magasin, accompagné de ses 2 gardes du corps. Le spectacle qui s'offre à lui fige son sang. Une jeune femme agenouillée, humiliée devant une foule de badauds, tandis qu'un homme la hurle dessus sans compassion. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande-t-il d'une voix glaciale en s'approchant. Diego se retourne, le sourire déjà aux lèvres. Son plan fonctionne à la perfection. « Monsieur Girard, quelle surprise! Je ne vous attendais pas. J'ai mes raisons d'être là, maintenant. Expliquez-moi cette situation. » Cet employé vient de détruire pour 3 600 € de marchandises par négligence grave. Je viens de la licencier pour faute lourde. Marc observe la scène avec attention. La jeune femme, toujours à genoux, tente de rassembler les tessons de verre avec ses mains nues, indifférente aux coupures. Sa détresse est palpable, authentique. Ce gérant, en revanche, affiche une satisfaction à peine dissimulée qui déplaît profondément à Marc. « Mademoiselle, relevez-vous, » dit-il doucement, en s'agenouillant près d'Isabelle. « Vous allez vous blesser. » Isabelle lève les yeux vers cet homme élégant qu'elle ne connaît pas, ses traits taillés, ses cheveux poivre et sel, ses yeux bleus empreints d'une tristesse profonde. Quelque chose en lui semble familier, sans qu'elle puisse dire quoi. « Je suis vraiment désolée, monsieur. Je vais rembourser. Je vous promets. » C'est en aidant Isabelle à se relever que Marc remarque la déchirure de sa blouse. Son regard tombe sur l'épaule dénudée et son cœur s'arrête de battre. Cette marque de naissance, cette étoile parfaite. Il en a caressé les contours des milliers de fois quand Claire était petite. « Mon Dieu !» murmure-t-il, la voix étranglée. Mais ce n'est pas tout. En aidant Isabelle à rajuster sa blouse, Marc aperçoit l'intérieur du vêtement, cousu avec soin dans la doublure. Une pièce de tissu blanc ornée d'étoiles dorées porte une broderie à la main. Claire. Le monde vacille autour de Marc. Ses jambes se dérobent. Il doit s'appuyer contre l'étagère pour ne pas tomber. Cette étoile sur l'épaule. Ce prénom brodé, ces traits délicats qui lui rappellent sa défunte épouse. Est-ce possible, mademoiselle? Articule-t-il péniblement. Cette marque de naissance, vous l'avez depuis votre naissance. Isabelle, surprise par cette question étrange, hoche la tête. Oui, monsieur. Et ce tissu aussi, c'est tout ce que j'ai de ma famille. Diego s'approche, savourant chaque seconde de ce moment qu'il a orchestré. Touchant, n'est-ce pas, monsieur Girard? Mais nous parlions de licenciement. Marc ne l'entend plus. Il sort son téléphone et montre discrètement à Isabelle une photo qu'il garde toujours sur lui. Claire a 6 ans, souriante, avec la même marque de naissance visible sur l'épaule. « Mon Dieu !» répète-t-il, les larmes aux yeux. « Claire, ma petite Claire !» Isabelle fixe la photo, troublée. Cette petite fille lui ressemble étrangement, et ce prénom,
Pourquoi résonne-t-il si fort dans son cœur? Je ne comprends pas, monsieur, qui est cet enfant? Ma fille, chuchote Marc. Ma fille disparue il y a 19 ans. Le silence qui suit est lourd de tension. Les clients et employés rassemblés comprennent confusément qu'ils assistent à quelque chose d'extraordinaire. Diego, lui, jubile intérieurement. Le moment est venu de révéler sa carte maîtresse. Quelle coïncidence troublante, dit-il avec un sourire faussement compatissant. Figurez-vous, monsieur Girard, que je sais exactement qui est cette jeune femme, et cette information a un prix. Marc se redresse lentement, ses yeux bleus se durcissant comme l'acier. Qu'est-ce que vous voulez dire? 50 millions d'euros, monsieur Girard, c'est le prix pour que l'histoire de votre négligence parentale ne s'étale pas dans tous les journaux de France. 50 millions pour retrouver votre précieuse petite Claire. L'assistance retient son souffle. Isabelle, au centre de cette révélation surréaliste, sent son monde s'écrouler. Cette histoire de famille perdue, ce père qui la cherche, serait-ce possible? Après tant d'années d'espoir et de solitude, le destin lui offrirait-il enfin des réponses? Marc regarde tour à tour Diego et Isabelle, analysant la situation avec l'acuité d'un homme d'affaires habitué aux coups de théâtre. Ce gérant en sait manifestement plus qu'il ne devrait, mais peu importe ses motivations. Si cette jeune femme est vraiment Claire, rien d'autre ne compte. Le moment de vérité approche, et tous sentent que rien ne sera plus jamais comme avant. Le silence qui suit les mots de Diego est assourdissant. 50 millions d'euros résonnent dans l'air comme une condamnation. Marc Girard fixe cet homme qu'il prenait pour un simple gérant incompétent et y lit maintenant une cupidité froide. « Calculer 50 millions ?» répète Marc d'une voix dangereusement calme. « Pour des informations sur ma propre fille. » Diego sort lentement son téléphone portable, savourant chaque seconde de cette révélation qu'il a préparée pendant des mois. Sur l'écran apparaît une photo d'Isabelle enfant, 8 ans peut-être, devant un bâtiment que Marc reconnaît immédiatement, l'orphelinat Maison Claire Lumière. Votre fille n'a jamais vraiment disparu, monsieur Girard. Elle a juste été relocalisée. Isabelle, toujours agenouillée au milieu des débris de verre, relève brusquement la tête. Cette photo, c'est bien elle. Plus jeune, avec cette expression perdue qu'elle reconnaît sur tant de clichés de son enfance. Comment avez-vous cette photo? Balbutie-t-elle. Diego fait défiler son téléphone, révélant une galerie entière. Isabelle a 10 ans dans la cour de récréation, à 12 ans à sa remise de diplôme, à 15 ans travaillant dans sa première épicerie d'été, à 18 ans sortant de son premier appartement. Ma mère, Sylvie Morin, a documenté chaque moment de votre vie, ma chère Isabelle, ou devrais-je dire, Claire, le nom claque comme une gifle. Marc sent ses genoux fléchir sous le choc de cette révélation. Sylvie, son ancienne gouvernante, celle qui l'avait fait arrêter pour vol, cette femme avait-elle vraiment? Sylvie Morin était votre mère, articule-t-il péniblement. La gouvernante que vous avez humiliée publiquement? Oui, celle que vous avez détruite par pur orgueil. Diego continue de faire défiler les photos. Chacune accompagnée de notes manuscrites détaillées, la cruauté de cette documentation frappe Marc de plein fouet. Quelqu'un a surveillé sa fille pendant 19 ans, sans jamais lui dire qu'elle était vivante. Regardez celle-ci, ricane Diego en montrant une photo d'Isabelle à 16 ans, tenant un certificat de fin d'études. Au dos, ma mère a écrit « Claire Girard-Roux termine sa scolarité avec mention. Son père la cherche toujours, mais il ne regardera jamais dans un orphelinat de banlieue sous un faux nom. » Isabelle se relève lentement, chancelante. Les fragments de sa mémoire commencent à se réorganiser comme les pièces d'un puzzle longtemps éparpillé. Cette voix d'homme qui chantait dans ses rêves, ses mains protectrices, cette sensation de sécurité absolue qu'elle recherche désespérément depuis l'enfance. « Papa !» murmure-t-elle en regardant Marc, le mot sortant naturellement de ses lèvres. Pour la première fois depuis 19 ans, Marc fond en larmes. Ce simple mot, prononcé avec cette intonation qu'il reconnaîtrait entre mille, efface d'un coup toutes ses certitudes sur la mort de Claire. Sa petite fille est là, vivante, adulte, mais avec dans les yeux cette même lumière douce qu'il chérissait tant. Ma Claire, ma petite étoile. Il tend la main vers elle. Mais Diego s'interpose brutalement. Très touchant, vraiment, mais nous avions un arrangement à discuter. 50 millions, ou cette histoire fait la une de tous les journaux demain matin. Marc se redresse, essuyant ses larmes.
L'homme d'affaires reprend le dessus, calculateur et froid. Vous me menacez, j'offre mes services. Corrige Diego avec un sourire mauvais. Voyez-vous, l'opinion publique adore les histoires de négligence parentale. Un milliardaire qui ne protège pas sa fille, qui la laisse se faire enlever. Imaginez les gros titres. Comment Marc Girard a perdu sa fortune et sa fille par arrogance. Il sort une chemise cartonnée de son sac, la tend théâtralement vers Marc. Tout est là, les rapports de police de l'époque, les témoignages des voisins qui vous décrivaient comme un père absent, obsédé par ses affaires, les photos de Claire négligées par ses babysitters pendant que vous couriez les réunions. « C'est faux !» explose Marc. « J'adorais ma fille. Bien sûr, mais ce n'est pas ce que diront les médias quand ils découvriront qu'elle travaillait sous votre nez depuis 3 ans sans que vous la reconnaissiez. Quel père oublie le visage de son enfant à ce point ?» Le coup porte, Marc encaisse cette accusation comme un uppercut. Il est vrai qu'il n'a pas reconnu Isabelle immédiatement, mais 19 ans ont passé. Elle a grandi, changé. Isabelle observe cette joute verbale avec une horreur grandissante. Cet homme, Diego, transforme ses retrouvailles les plus précieuses en marchandage sordide. La vérité sur son identité devient un outil de chantage. « Arrêtez ça !» dit-elle d'une voix tremblante. « Arrêtez de parler de moi comme d'une marchandise !» Diego lui lance un regard condescendant. « Taisez-vous, Isabelle. Les adultes parlent. »« Je m'appelle Claire !» crie-t-elle soudain, surprise elle-même par la force de cette affirmation. « Et je ne suis pas à vendre. » Marc sent son cœur se gonfler de fierté. Sa fille a du caractère, comme sa mère, malgré les épreuves. Elle a gardé cette dignité naturelle qu'il chérissait chez elle petite. Diego sort alors son arme ultime, un carnet relié de cuir rouge, usé par le temps, le journal de ma mère, annonce-t-il solennellement. 19 ans de surveillance détaillée. Chaque déménagement d'Isabelle, chaque école, chaque emploi, mais surtout, ses propres confessions sur l'enlèvement. Il ouvre le carnet à une page marquée d'un signet et lit d'une voix théâtrale. 15 octobre 2005. Étienne a paniqué. La police était trop proche. J'ai récupéré Claire à la gare routière de Toulouse. Elle pleurait, appelait son papa. J'ai failli la ramener, mais Marc m'a détruite. Il mérite de souffrir comme j'ai souffert. Claire devient Isabelle aujourd'hui. Le silence retombe sur l'assistance. Même les clients les plus curieux n'osent plus respirer. Conscient d'assister à un drame familial d'une intensité rare, Marc serre les poings, la rage montant en lui comme une lave brûlante. Cette femme, cette folle a gâché 19 ans de nos vies par vengeance. Et maintenant, c'est votre tour de payer, conclut Diego en refermant le carnet. 50 millions. Et cette histoire reste entre nous, refusée. Et demain matin, toute la France saura que le grand Marc Girard est un père indigne qui a perdu sa fille par négligence. Il fait quelques pas dans l'allée, savourant son triomphe apparent. Réfléchissez bien, monsieur Girard. Votre réputation, vos affaires, votre image publique, tout peut s'écrouler en 24 heures. Mais moi, je peux faire disparaître ce scandale, moyennant rétribution bien sûr. Isabelle regarde tour à tour les 2 hommes, son père biologique, rongé par 19 ans de culpabilité, et ce chantageur qui transforme sa tragédie personnelle en source de profit, une colère sourde monte en elle, tant. « Vous êtes ignoble », dit-elle à Diego. « Votre mère a détruit 2 vies et vous continuez son œuvre. Votre mère adoptive vous a offert une vie normale, rétorque Diego, sans Marc Girard. Vous seriez probablement devenue une gamine gâtée, pourrie par l'argent. L'orphelinat vous a endurcie, vous a rendue plus forte. » Marc fait un pas vers Diego. Ses yeux bleus flamboyants de rage contenue. « Vous avez 30 secondes pour disparaître de ma vue avant que je vous fasse arrêter pour chantage. »« Avec quelle preuve ?» rit Diego. « Nous avons juste eu une conversation. Vous n'avez rien sur moi. » C'est exactement ce que Marc espérait entendre. Un sourire froid traverse son visage, tandis qu'il sort son propre téléphone. « Détective Rousseau, Marc Girard à l'appareil. J'espère que vos caméras ont bien enregistré. Nous tenons notre homme. » Le visage de Diego se décompose instantanément. « Des caméras ? Depuis quand ? Surprise !» murmure Marc avec une satisfaction glaciale. Vous n'étiez pas le seul à préparer ce petit spectacle. Le changement d'expression sur le visage de Diego est saisissant. Son sourire suffisant se mue en grimace d'incrédulité, tandis qu'il réalise l'ampleur de sa méprise. Marc Girard n'était pas la proie facile qu'il imaginait. « Des caméras », balbutie Diego.
son assurance s'évaporant comme la mousse du champagne répandue à ses pieds, 2 micro-caméras haute définition, confirme Marc avec une satisfaction glaciale. Une près des caisses, l'autre exactement ici, dans le rayon produits de luxe. Mon détective privé les a installés hier matin. Jean-Luc Rousseau sort de l'ombre d'un présentoir de vin, un sourire victorieux aux lèvres. Cet homme de 50 ans, ancien inspecteur de police reconverti dans le privé, tient dans ses mains un petit boîtier électronique. « Monsieur Dumas », dit-il poliment, « j'ai l'honneur de vous informer que votre tentative d'extorsion vient d'être intégralement enregistrée. Images et son, qualité judiciaire. » Diego recule d'un pas. Cherchant désespérément une échappatoire, autour d'eux, les clients et employés rassemblés commencent à comprendre qu'ils assistent à l'arrestation d'un maître chanteur. « C'est un piège », proteste Diego faiblement. « Effectivement », reconnaît Marc. « Votre email anonyme de dénonciation était si grossièrement rédigé qu'il m'a immédiatement mis la puce à l'oreille. Quel employé honnête utiliserait des termes aussi vagues pour dénoncer de prétendues irrégularités ? » Rousseau sort son téléphone portable et compose le numéro de la police. Commissariat du 3e arrondissement, Jean-Luc Rousseau, détective privé. J'ai une arrestation à effectuer pour tentative d'extorsion de fonds. Marché Saint-Raphaël, rue de la République. Diego tente une dernière manœuvre désespérée. Vous ne comprenez pas, cette histoire doit sortir. Marc Girard a négligé sa fille, il mérite d'être puni. Par vous, réplique Marc, indigné. Vous transformez la tragédie de ma famille en source de profit personnel. Et vous vous drapez dans la justice. Isabelle, qui a suivi cet échange avec un mélange de fascination et d'horreur, s'approche de Diego. Sa voix tremble de colère contenue. Votre mère m'a volé 19 ans de ma vraie vie, et vous voulez voler l'argent de mon père avec ce mensonge. Vous êtes encore pire qu'elle. Ce n'est pas un mensonge, s'emporte Diego. Votre père vous cherchait partout sauf au bon endroit. Si ma mère n'avait pas documenté votre vie, vous ne vous seriez jamais retrouvés. Grâce à votre mère. Marc s'avance vers Diego, ses yeux bleus étincelants de fureur. Votre mère a orchestré l'enlèvement. Elle a séparé une famille par pure vengeance. Rousseau intervient. Professionnel malgré l'émotion du moment, Monsieur Dumas, j'ai le regret de vous informer que vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'extorsion. Vous avez le droit de garder le silence ? Attendez, crie Diego, paniqué. J'ai d'autres informations. Le journal complet de ma mère, les détails de l'enlèvement. Les complices, Marc l'arrête d'un geste de la main. Gardez vos révélations pour les enquêteurs. Moi, tout ce qui m'intéresse désormais, c'est ma fille. Il se tourne vers Isabelle. Et soudain, l'homme d'affaires implacable disparaît pour laisser place au père brisé qu'il a été pendant 19 ans. Ses yeux se remplissent de larmes, tandis qu'il contemple le visage de cette jeune femme qui porte les traits de son épouse disparue. Claire, pardon Isabelle, je ne sais même plus comment t'appeler. Isabelle le regarde avec une intensité bouleversante. Quelque chose en elle reconnaît cet homme. Au-delà des preuves physiques ou des révélations de Diego, c'est une reconnaissance viscérale, primitive, qui remonte des profondeurs de sa mémoire enfouie. Isabelle, c'est le nom que j'ai choisi de porter, dit-elle doucement. Mais Claire, c'est qui j'étais avant qu'on me vole ma famille. 2 policiers en uniforme entrent dans le magasin. Dispersant les badauds, Rousseau leur fait signe et désigne Diego, qui semble avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. « Messieurs, voici notre suspect. J'ai les enregistrements qui prouvent sa tentative d'extorsion. » Pendant que Diego est menotté et emmené, Isabelle et Marc restent face à face. Séparés par 19 ans de silence et de douleur, comment se retrouve-t-on après une éternité ? Comment rattrape-t-on le temps perdu ? J'ai gardé ta chambre, murmure Marc, la voix brisée. Exactement comme elle était, tes jouets, tes livres, ta petite commode, même ta couverture. Isabelle porte instinctivement la main au morceau de tissu cousu dans sa blouse. J'ai gardé un morceau de cette couverture toute ma vie. C'était tout ce qui me restait de mon passé. Marc sort son téléphone et montre à Isabelle une photo de la chambre d'enfant conservée comme un musée. Le lit rose, les peluches alignées et surtout, pliée précieusement sur l'oreiller, une couverture blanche ornée d'étoiles dorées. Mon Dieu, souffle Isabelle en reconnaissant le tissu. C'est exactement la même. Nous l'avions achetée ensemble, explique Marc, un sourire triste aux lèvres. Tu avais 3 ans,
Tu m'avais dit que les étoiles te protégeraient pendant tes rêves. Une émotion puissante submerge Isabelle. Des images floues remontent à sa conscience. Des mains douces qui bordent une petite fille. Une voix grave qui chante une berceuse. Une odeur de parfum masculin synonyme de protection absolue. Je me souviens, vaguement, une chanson, quelque chose avec ma petite étoile. Marc fond en larmes. Cette chanson, il la fredonnait chaque soir en couchant clair, un rituel père-fille qu'il n'a jamais pu oublier. Dors bien, ma petite étoile. Papa veille sur tes rêves, chante-t-il d'une voix tremblante. L'effet est immédiat. Isabelle chancelle, portant la main à sa tempe comme si une digue venait de céder dans sa mémoire. Ces mots, cette mélodie, elle les connaît par cœur sans savoir pourquoi. « Papa !» répète-t-elle, cette fois avec une certitude bouleversante. Ils tombent dans les bras l'un de l'autre au milieu du supermarché, sous les regards émus des témoins de cette réunion extraordinaire. 19 ans de séparation s'effacent dans cette étreinte. 19 ans de recherche désespérée et de solitude trouvent enfin leur conclusion. Martine, la caissière, essuie ses larmes en observant la scène. « Mon Dieu, Isabelle, tu as retrouvé ta famille !» Rousseau s'approche discrètement de Marc. « Monsieur Girard, il va falloir officialiser tout ça. Test, ADN, procédure légale. Mais d'abord, voulez-vous porter plainte contre Dumas pour l'extorsion ?» Marc hoche la tête sans lâcher sa fille. « Bien sûr, et je veux que toute cette histoire de chantage soit étouffée dans les médias. Ma fille et moi avons assez souffert. » Compris, j'ai des contacts dans la presse. Cette réunion familiale ne sera pas transformée en cirque médiatique. Isabelle se détache doucement de l'étreinte de son père, le regardant avec des yeux neufs. Cet homme qui lui semblait si distant, si intimidant quelques heures plus tôt, devient soudain la pièce manquante de son puzzle existentiel. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demande-t-elle timidement. Marc lui prend les mains, comme s'il craignait qu'elle disparaisse à nouveau. « D'abord, nous allons faire tous les tests nécessaires pour confirmer officiellement ton identité. Ensuite, il hésite, conscient qu'il ne peut pas rattraper 19 ans en quelques minutes. Ensuite, nous apprendrons à nous reconnaître, si tu le veux bien. » Isabelle sourit à travers ses larmes. Pour la première fois de sa vie, elle entrevoit un avenir où elle ne sera plus seule, où elle aura enfin des réponses à toutes ses questions. « J'aimerais voir ma chambre, » murmure-t-elle, « celle que tu as gardée. Maintenant, main dans la main. » Père et fille quittent le supermarché où leurs destins viennent de se croiser, de la façon la plus inattendue. Derrière eux, les témoins de cette réunion miraculeuse commencent à réaliser qu'ils ont assisté à quelque chose d'historique. L'histoire de Marc et Claire Girard peut enfin commencer son nouveau chapitre. Le laboratoire médical Saint-Antoine baigne dans une lumière blanche aseptisée. Isabelle et Marc sont assis côte à côte dans la salle d'attente. Un silence chargé d'émotions entre eux. 48 heures se sont écoulées depuis leurs retrouvailles au supermarché. Et ils attendent les résultats du test ADN qui confirmeront officiellement ce que leurs cœurs savent déjà. Monsieur et mademoiselle Girard, appelle l'infirmière. Isabelle sursaute en entendant ce nom de famille qu'elle porte légalement pour la première fois depuis 19 ans. Le docteur Lemont, un homme aux cheveux gris et au regard bienveillant, les reçoit dans son bureau encombré de dossiers. Les résultats sont formels, annonce-t-il avec un sourire. Compatibilité ADN à 99,97%. Monsieur Girard, vous avez retrouvé votre fille. Marc ferme les yeux et expire longuement, comme s'il retenait son souffle depuis 19 ans. Isabelle, elle, reste figée. Intellectuellement, elle s'attendait à cette confirmation. Mais l'entendre officiellement la bouleverse plus qu'elle ne l'imaginait. « Je vais établir les nouveaux papiers d'identité », continue le médecin. Isabelle Roux redevient légalement Claire Girard. Toutes mes félicitations pour ces retrouvailles exceptionnelles. Dans la voiture qui les ramène vers la demeure familiale, Isabelle observe le paysage de Lyon avec des yeux neufs. Quelque part dans cette ville, elle a grandi orpheline, tandis que son père la cherchait désespérément. L'ironie du destin lui donne le vertige. « Tu es sûr que tu veux voir la maison maintenant ?» demande Marc, en se garant devant les grilles d'une propriété imposante. « Si c'est trop difficile, il faut que je comprenne qui j'étais. » Répond Isabelle d'une voix déterminée. « J'ai vécu 19 ans avec un vide au centre de ma vie. Je dois le combler. La maison Girard se dresse majestueusement au bout d'une allée bordée de tilleuls, architecture bourgeoise du 19e siècle, pierres dorées typiques de Lyon, grandes fenêtres à meneaux.
Isabelle la contemple avec une sensation troublante de déjà-vu. « Nous vivions là avant », commence Marc. « Avant que maman meure », termine Isabelle spontanément. Marc s'arrête net, stupéfait. « Tu te souviens de ta mère ?» Isabelle porte la main à sa tempe, fronçant les sourcils comme si elle tentait de saisir des images fuyantes. Des bribes, une femme aux cheveux châtains qui sentait la lavande. Elle me lisait des histoires le soir. « Camille », murmure Marc, ému. « Ta maman s'appelait Camille. Elle est morte quand tu avais 4 ans. » Les souvenirs affluent par vagues successives. Tandis qu'il remonte l'allée, Isabelle reconnaît le grand chêne où était suspendue une balançoire. Le petit bassin aux poissons rouges, la tonnelle de glycine sous laquelle elle prenait ses goûters d'été. « Mon Dieu !» souffle-t-elle. « Tout me revient petit à petit. » Marc ouvre la porte d'entrée avec une émotion palpable. Le hall d'accueil, avec son escalier de marbre et ses portraits de famille, accueille Isabelle comme une évidence longtemps niée. « Ta chambre est à l'étage », dit Marc d'une voix tremblante. « Je n'ai rien changé. Peut-être que c'était de la folie, mais j'espérais. » Il s'interrompt, trop ému pour continuer. Isabelle pose sa main sur son bras. « Tu espérais que je revienne. » « Et tu avais raison. » L'escalier leur semble interminable. Chaque marche rapproche Isabelle de son passé oublié, de la petite fille qu'elle était avant que Sylvie Morin ne vole son identité. Marc s'arrête devant une porte ornée d'un petit écriteau rose. « Claire, 7 ans. Tu es prête ?» Isabelle hoche la tête. Le cœur battant, Marc tourne la poignée et pousse la porte. La chambre apparaît dans toute sa poésie enfantine préservée. Murs roses, lit à baldaquin blanc, étagères croulant sous les peluches et les livres d'histoire. Une maison de poupées trône dans un coin. Une collection de chevaux miniatures s'aligne sur la commode. Et sur le lit, soigneusement plié, cette couverture blanche aux étoiles dorées qui hante les rêves d'Isabelle depuis 19 ans, l'effet est immédiat et dévastateur. Isabelle chancelle, submergée par un déferlement de souvenirs, elle se voit à 5 ans, alignant ses peluches pour leur faire la classe. À 6 ans, déguisée en princesse avec la robe de chambre de sa mère. À 7 ans, le matin de sa disparition, boudant parce qu'elle ne voulait pas aller à l'école. « Mon poney », murmure-t-elle en s'approchant d'une peluche usée posée sur l'oreiller. Il s'appelait Caramel. Marc éclate en sanglots. Comment sa fille peut-elle se souvenir du nom de cette peluche après tant d'années? Tu ne t'en séparais jamais, tu disais qu'il protégeait tes rêves avec ta couverture étoilée. Isabelle prend délicatement la couverture et la déplie. Le tissu, d'une douceur familière, libère un parfum d'enfance qui la transporte instantanément dans ses souvenirs les plus enfouis. Elle ferme les yeux et se laisse bercer par les images qui ressurgissent. « Tu me chantais une chanson tous les soirs », dit-elle en regardant Marc. Quelque chose sur les étoiles qui veillent. Marc s'assoit sur le bord du lit et entonne d'une voix brisée. « Dors bien, ma petite étoile. Papa veille sur tes rêves. Les anges gardiens de la nuit chasseront tous tes cauchemars, demain le soleil se lèvera. Et ton sourire brillera, dors bien. Ma Claire, mon amour, papa ne partira pas. » Les larmes ruissellent sur les joues d'Isabelle. Cette berceuse, elle l'a fredonnée inconsciemment pendant des années sans comprendre pourquoi. C'était son père qui chantait en elle. Son père qui refusait de la laisser sombrer dans l'oubli. « Pourquoi je n'arrivais pas à me souvenir ?» sanglote-t-elle. « Le traumatisme », explique Marc en la prenant dans ses bras. « Le docteur m'avait expliqué que les enfants victimes d'enlèvement développent parfois une amnésie de protection. Ton cerveau a effacé les souvenirs trop douloureux. » Isabelle s'allonge sur son ancien lit. Serrant la couverture contre elle, les sensations reviennent par vagues. L'odeur de l'assouplissant que utilisait la gouvernante, la texture du drap de satin, la douceur de l'oreiller en plume d'oie. « Je me souviens de Sylvie, » dit-elle soudain. Elle était gentille au début. Elle me préparait des crêpes le mercredi. Elle me coiffait le matin. Que s'est-il passé ce jour-là ? Demande Marc avec précaution. Te souviens-tu de l'enlèvement ? Isabelle ferme les yeux, plongeant dans ses souvenirs les plus sombres. J'étais sortie de l'école. Sylvie m'attendait dans une voiture différente, pas la nôtre. Elle m'a dit qu'on allait faire une surprise à papa. Sa voix se brise. Ensuite, tout devient flou. Il y avait un homme que je ne connaissais pas, des cris, de la peur. Marc serre les poings, imaginant la terreur de sa petite fille. Puis plus rien, le trou noir jusqu'à l'orphelinat, comme si Claire était morte ce jour-là et qu'Isabelle était née de ses cendres.
Ils passent des heures dans cette chambre sanctuaire. Marc racontant des anecdotes de l'enfance de Claire, Isabelle récupérant peu à peu ses souvenirs perdus, chaque objet retrouvé déclenche une cascade de mémoire, le livre de contes préféré, la boîte à musique avec la danseuse, le certificat de natation accroché au mur, j'avais commencé à apprendre le piano. Se souvient-elle en caressant les touches du petit clavier électronique? Tu étais douée, tu arrivais déjà à jouer au clair de la lune, d'une seule main. Isabelle effleure les touches, et, par miracle, ses doigts retrouvent automatiquement la mélodie oubliée. La musique emplit la chambre, simple et émouvante. Comme un pont jeté entre le passé et le présent, le soir tombe. Quand ils descendent enfin pour dîner, Marc a fait préparer le plat préféré de Claire enfant, des pâtes à la bolognaise avec du gruyère râpé. Isabelle goûte avec émotion ces saveurs qui réveillent en elle la petite fille gourmande qu'elle était. « Demain, nous irons voir les enquêteurs », dit Marc. « Il faut que toute la vérité éclate sur cette affaire. Sylvie et son frère ont détruit notre famille. Diego a voulu nous extorquer. Justice doit être rendue. Et après ?» demande Isabelle. Marc la regarde avec tendresse. « Après, nous apprendrons à être père et fille à nouveau. Si tu le veux bien, tu pourrais venir travailler avec moi, apprendre à diriger l'entreprise familiale. » « L'entreprise familiale », répète Isabelle avec un sourire. « J'aime bien le son de ça. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis 19 ans, Isabelle dort dans son vrai lit, sous sa vraie couverture, dans sa vraie maison, et pour la première fois depuis 19 ans, Marc s'endort paisiblement, en sachant que sa petite étoile brille enfin sous le même toit que lui. Le lendemain matin, Isabelle se réveille dans un cocon de douceur qu'elle avait oublié. Les premiers rayons du soleil filtrent à travers les rideaux roses de sa chambre d'enfance. Caressant son visage apaisé, pour la première fois depuis 19 ans, elle n'a pas fait de cauchemar. Elle étend le bras et effleure la couverture étoilée, cette relique de son passé qui a traversé les années comme un phare dans la tempête. Mais quelque chose cloche. Le tissu sous ses doigts semble différent, plus épais, plus complet que le fragment qu'elle a toujours porté. Intriguée, Isabelle se lève et examine attentivement la couverture. C'est alors qu'elle remarque quelque chose d'extraordinaire. Il manque un morceau dans le coin inférieur droit, découpé avec soin, laissant une forme irrégulière parfaitement reconnaissable. Le cœur d'Isabelle s'emballe. Elle court vers sa veste posée sur la chaise et en sort le fragment de tissu qu'elle garde depuis l'enfance. Ses mains tremblent, tandis qu'elle approche le petit morceau de l'emplacement vide sur la couverture. L'ajustement est parfait, absolument parfait. Les étoiles dorées se raccordent exactement. Les fils se prolongent naturellement. Les couleurs se marient dans une harmonie retrouvée. C'est comme si les deux pièces d'un puzzle du cœur venaient enfin de se réunir après une séparation éternelle. « Papa », appelle-t-elle d'une voix étranglée par l'émotion. Marc accourt, alerté par l'urgence dans la voix de sa fille. Il la trouve agenouillée sur le lit, tenant d'une main la couverture complète, de l'autre le petit fragment qui s'y imbrique parfaitement. « Mon Dieu !» murmure-t-il en comprenant instantanément la portée symbolique de cette découverte. « C'est le morceau que j'ai gardé toute ma vie », explique Isabelle, les larmes aux yeux. « Celui que Sylvie a laissé avec moi à l'orphelinat. Je ne savais pas qu'il appartenait à ça. » Marc s'assoit à côté de sa fille, contemplant ce miracle tangible. La couverture, symbole de leur amour familial, avait été déchirée par la cruauté de Sylvie, mais elle avait inconsciemment permis à Claire de garder un lien physique avec son passé. « Tu as porté un morceau de notre famille pendant 19 ans, dit-il avec émotion. Même quand tu ne savais plus qui tu étais, tu as gardé cette partie de nous. » Isabelle place délicatement le fragment à sa place. L'image redevient complète. Des dizaines d'étoiles dorées scintillent sur fond blanc immaculé, comme une carte du ciel protectrice, mais plus que l'aspect visuel, c'est la sensation de complétude qui bouleverse la jeune femme. « J'ai l'impression que mon âme vient de retrouver sa moitié manquante », confie-t-elle. Ils restent là, père et fille, contemplant cette réunion symbolique qui résume parfaitement leur propre histoire. Deux parties d'un même tout, séparées par la violence et la vengeance, mais qui n'ont jamais cessé de s'appartenir. Marc se lève et va chercher quelque chose dans le tiroir de la commode. Il en sort une petite boîte de velours bleu qu'il tend à Isabelle. « Ceci t'appartient aussi. » Isabelle ouvre la boîte et découvre un pendentif en or blanc, représentant une étoile sertie de petits diamants. Au dos, une gravure délicate. « Pour ma Claire étoile, papa qui t'aime. »
C'était ton cadeau pour tes 7 ans, explique Marc. Je devais te l'offrir le soir de ta disparition. Je l'ai gardé en espérant. Isabelle prend le bijou avec des mains tremblantes. Cette étoile en diamant fait écho à la marque de naissance sur son épaule, aux étoiles de sa couverture, à tout ce symbolisme céleste qui a marqué son enfance. « Tu veux bien me l'attacher » demande-t-elle. Marc passe le pendentif autour du cou de sa fille, avec une tendresse infinie, quand l'étoile se pose sur sa poitrine, exactement à l'endroit du cœur. Isabelle ressent une plénitude qu'elle n'avait jamais connue. « Maintenant je suis complète », murmure-t-elle. Ils descendent prendre le petit déjeuner dans la grande cuisine familiale. Marc a ressorti la vaisselle de Camille, celle avec les petites fleurs bleues que Claire adorait enfant. Chaque détail de cette matinée semble orchestré pour effacer les années de séparation. « Raconte-moi ma mère », demande Isabelle en tartinant sa brioche de confiture d'abricot, un goût qui lui revient naturellement. Marc sourit, le regard perdu dans ses souvenirs. Camille était lumineuse. Elle avait ce don pour transformer les moments ordinaires en magie pure, comme quand elle faisait des spectacles de marionnettes avec tes chaussettes, ou quand elle inventait des histoires où tu étais la princesse des étoiles. « La princesse des étoiles », répète Isabelle troublée. « Je rêvais de ça à l'orphelinat. Je croyais que c'était mon imagination. Ta mère disait que tu étais née sous une bonne étoile, que ton destin serait exceptionnel. » Elle avait raison. Finalement, combien d'enfants retrouvaient leur famille après 19 ans? Le téléphone sonne, interrompant ce moment d'intimité. Marc décroche et reconnaît la voix de l'inspecteur Moreau, chargé de l'enquête sur Diego. « Monsieur Girard, nous avons du nouveau sur l'affaire Dumas. Pouvez-vous passer au commissariat avec votre fille? Nous avons découvert des éléments troublants dans le journal de Sylvie Morin. » 1 heure plus tard, Isabelle et Marc se trouvent dans le bureau austère de l'inspecteur Moreau, un homme râblé aux cheveux grisonnants qui étale devant eux les pièces à conviction de l'affaire. « Le journal de Sylvie Morin est un document accablant, » commence-t-il. Non seulement elle détaille l'enlèvement, mais elle révèle aussi l'identité de tous ses complices. Son frère Étienne, bien sûr, mais aussi 2 autres personnes qui ont aidé à falsifier vos papiers d'identité, mademoiselle. Il ouvre le carnet de cuir rouge à une page marquée d'un signet. Écoutez ça. 16 octobre 2005. Claire pleure sans arrêt. Elle réclame son papa, sa couverture complète, son poney caramel. J'ai dû couper un morceau de la couverture pour qu'elle se calme. Ironique. Cette partie de son passé l'aidera peut-être à survivre psychologiquement à ce que je lui fais subir. Isabelle frissonne en entendant ces mots cruels. Même dans sa vengeance, Sylvie avait eu une forme de lucidité sur les conséquences de ses actes. Il y a autre chose, continue l'inspecteur. Sylvie a photographié et filmé votre vie en secret pendant des années. Nous avons trouvé chez Diego des centaines de clichés, mais aussi des vidéos. Regardez, il allume un écran et lance une vidéo tremblotante. On y voit Isabelle à 15 ans, sortant de son lycée, inconsciente d'être espionnée. La qualité est mauvaise, mais l'image est saisissante. Cette adolescente qui ressemble tant à Camille jeune, observée comme un animal en cage par sa tortionnaire. « C'est horrible », murmure Marc. « Cette femme a fait de ma fille un objet d'étude. » « Pire encore, reprend l'inspecteur. Nous pensons que Sylvie envisageait de vous révéler la vérité juste avant sa mort. Regardez cette dernière entrée du journal. » Il tourne les pages jusqu'à l'écriture tremblante des derniers jours. Mars 2021. Le cancer me ronge. Claire a 26 ans maintenant. Elle travaille chez Marc sans qu'il le sache. Ma vengeance est parfaite, mais elle me dégoûte. Cette petite fille innocente a payé pour les crimes de son père. Dois-je révéler la vérité? Dois-je réparer ce que j'ai cassé? Diego dit que non, que Marc ne mérite pas de retrouver sa fille, mais Claire, elle, mérite de retrouver son père. Le silence qui suit cette lecture est lourd de tristesse. Même Sylvie, dans ses derniers moments, avait entrevu l'horreur de ce qu'elle avait accompli. Son fils a choisi de transformer cette hésitation en opportunité financière. Conclut l'inspecteur. Il encourt 10 ans de prison pour extorsion et complicité de séquestration. En sortant du commissariat, Isabelle et Marc marchent en silence le long de la Saône. Le soleil de novembre caresse leur visage tandis qu'ils digèrent ces révélations troublantes. « Je ne lui en veux même plus », dit finalement Isabelle. « Sylvie a détruit notre famille, mais sans le savoir, elle m'a aussi donné les outils pour survivre. Cette partie de couverture, c'était comme un phare dans ma nuit. » Marc s'arrête et prend les mains de sa fille. « Tu as raison. Et maintenant,
Nous devons regarder vers l'avenir, construire sur ce que nous avons retrouvé plutôt que pleurer ce que nous avons perdu. Isabelle sourit et touche machinalement l'étoile qui brille sur sa poitrine. Papa, je suis prête à reprendre mon vrai nom. Je veux être Claire Girard. Et moi, je veux que le monde entier sache que ma fille est revenue. Le palais de justice de Lyon se dresse majestueusement sous un ciel d'hiver mordant. 6 mois se sont écoulés depuis les retrouvailles miraculeuses. Et Diego Dumas comparaît enfin devant ses juges, dans la salle d'audience bondée. Claire, qui a officiellement repris son nom de naissance, est assise au premier rang, aux côtés de son père, l'avocat général, Maître Roussel, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, se lève pour son réquisitoire final. Mesdames et messieurs les jurés, nous sommes face à un crime d'une perversité exceptionnelle. Diego Dumas n'a pas seulement tenté d'extorquer 50 millions d'euros à Marc Girard, il a transformé en marchandise la souffrance d'une famille détruite par 20 ans de séparation. Diego, amaigri par ses mois de détention provisoire, évite soigneusement le regard de Claire. Ses cheveux ont grisonné, son costume froissé témoigne de sa déchéance. L'homme arrogant du supermarché a laissé place à un accusé pitoyable. L'accusé a grandi dans l'ombre du secret le plus cruel, continue l'avocat général. Sa mère, Sylvie Morin, lui a légué sur son lit de mort les clés d'un chantage ignoble. Plutôt que de révéler la vérité par humanité, il a choisi la cupidité. Maître Dubois, l'avocat de Diego, tente une défense désespérée basée sur les circonstances atténuantes. Mon client a été manipulé par une mère rongée par la culpabilité. Sylvie Morin lui a transmis ce fardeau terrible sur son lit de mort. Diego Dumas est autant une victime que les parties civiles. Claire serre la main de son père. Ces mois d'enquête ont révélé l'ampleur de la surveillance dont elle avait été l'objet, des centaines de photos, des dizaines d'heures de vidéos. Des rapports détaillés sur sa vie quotidienne, Sylvie avait documenté chaque moment important de l'existence de sa protégée. Le président du tribunal donne la parole aux parties civiles. Marc se lève, imposant dans son costume anthracite, et s'avance vers la barre. « Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, commence-t-il d'une voix ferme. Diego Dumas a tenté de monnayer ce que j'ai de plus précieux au monde, ma fille retrouvée, mais au-delà de l'aspect financier, c'est notre droit au bonheur qu'il voulait nous voler. » Sa voix se brise légèrement quand il évoque ses 20 années de recherche désespérée. Pendant que je dépensais des fortunes en détectives privés, pendant que je scrutais chaque visage dans la rue en espérant reconnaître Claire, elle travaillait dans mes propres magasins. Cette ironie cruelle, Diego Dumas voulait la transformer en source de profit. Claire se lève à son tour. Élégante dans sa robe bleu marine, 6 mois de retrouvailles avec son père l'ont métamorphosée, finit la jeune femme effacée du supermarché. Claire Girard rayonne d'une confiance retrouvée. « Monsieur Dumas, dit-elle en regardant directement l'accusé, vous avez essayé de faire de moi un objet de chantage. Mais vous avez échoué. Grâce à votre cupidité, mon père et moi nous sommes retrouvés. » Diego relève enfin la tête, et Claire y lit une amertume profonde. « Votre mère m'a volé 20 ans de ma vraie vie, continue-t-elle. Vous avez tenté de voler l'avenir que nous nous construisons, mais l'amour d'un père pour sa fille est plus fort que toutes vos manigances. » L'émotion dans la salle est palpable. Plusieurs jurés essuient discrètement leurs larmes. En entendant ce témoignage bouleversant, le procureur appelle ensuite l'inspecteur Moreau à la barre. Celui-ci présente les pièces à conviction les plus accablantes, le journal de Sylvie, les enregistrements du chantage, les photos prises à l'insu de Claire pendant des années. L'enquête a révélé que Diego Dumas préparait son chantage depuis la mort de sa mère en 2021, explique l'inspecteur. Il a orchestré sa nomination comme gérant du marché Saint-Raphaël, spécifiquement pour se rapprocher de Claire Girard. Tout était calculé, y compris l'accident qui a permis les retrouvailles. Maître Roussel reprend la parole pour son réquisitoire final. Diego Dumas mérite la prison ferme, 10 ans pour extorsion, complicité de séquestration et chantage. Mais au-delà de la sanction pénale, nous demandons qu'il verse des dommages et intérêts symboliques à la famille Girard. Symbolique, s'étonne le président. 1 euro, monsieur le président ? Parce que l'amour familial ne se monnaie pas. Après 3 heures de délibération, le jury rend son verdict. Diego Dumas est condamné à 8 ans de prison ferme et au versement d'1 euro symbolique de dommages et intérêts. En sortant du palais de justice, Claire et Marc sont assaillis par les journalistes. Cette affaire a passionné la France entière. L'histoire de cette famille retrouvée après 20 ans fascine l'opinion publique.
Monsieur Girard, comment allez-vous reconstruire votre relation père-fille ? Marc passe son bras autour des épaules de Claire, avec une fierté évidente. Nous avons décidé de transformer notre douleur en force. Claire va reprendre sa place dans l'entreprise familiale, et nous allons créer une fondation pour aider les familles de disparus. Mademoiselle Girard, gardez-vous de la rancœur envers Sylvie Morin ? Claire réfléchit quelques secondes avant de répondre. Sylvie Morin a détruit ma famille par vengeance. Mais paradoxalement, elle m'a aussi donné la force de survivre en me laissant un morceau de ma couverture d'enfance. Je choisis de retenir cette leçon. Même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut survivre. Le soir même, dans la grande demeure familiale, Claire et Marc peaufinent les statuts de leur future fondation. Elle s'appellera l'Étoile retrouvée et aura pour mission d'aider les familles d'enfants disparus, tant sur le plan logistique que psychologique. Nous transformerons le marché Saint-Raphaël en centre d'accueil, explique Marc en montrant les plans à sa fille. Un lieu où les familles pourront trouver du soutien. Des conseils juridiques, une aide financière, et nous y emploierons des gens qui ont vécu des situations difficiles, ajoute Claire. Comme Martine, Thomas, tous mes anciens collègues qui méritent une chance. Ils travaillent jusqu'à tard dans la nuit, animés par cette mission qui donne un sens à leur épreuve. Claire porte toujours son étoile en diamant, et la couverture étoilée, désormais recousue, orne le dossier de son fauteuil de bureau. « Papa » dit-elle soudain. « J'aimerais garder aussi le nom d'Isabelle. Officiellement, je redeviens Claire Girard, mais Isabelle fait partie de moi maintenant. C'est grâce à elle que j'ai survécu. » Marc acquiesce, ému par la sagesse de sa fille. « Claire Isabelle Girard, c'est parfait. Tu honores à la fois ton passé et ton présent. » Le lendemain matin, les journaux titrent « Justice rendue pour la famille Girard ». Mais ce qui intéresse vraiment Claire, c'est l'annonce qu'elle fait publier dans tous les quotidiens régionaux. Fondation L'Étoile retrouvée, aide aux familles d'enfants disparus, parce que l'espoir ne doit jamais mourir, parce que chaque famille mérite de se retrouver. Contact Claire Isabelle Girard, présidente. Des dizaines d'appels affluent dès le premier jour, des parents désespérés, des frères et sœurs en détresse, des enfants adoptés cherchant leurs origines. Chaque histoire résonne en Claire comme un écho de sa propre expérience. « Nous allons les aider », promet-elle à son père en consultant la pile de dossiers qui s'accumulent déjà. Tous autant qu'ils sont. Marc la regarde avec admiration. Sa petite Claire Étoile est devenue une femme exceptionnelle. Capable de transformer sa souffrance en mission humanitaire, Sylvie Morin pensait détruire leur famille par vengeance. Mais elle a involontairement créé deux êtres plus forts, plus généreux, plus unis que jamais. La justice a rendu son verdict. Maintenant commence le temps de la rédemption et de l'espoir pour tous ceux qui, comme eux, attendent encore leur miracle. 6 mois plus tard, printemps 2025, le soleil de mai illumine la façade entièrement rénovée du marché Saint-Raphaël. L'enseigne moderne brille de 1000 feux. Marché clair, centre d'aide aux familles. Des dizaines de journalistes, de personnalités locales et de familles concernées, se prestent devant l'entrée décorée de ballons blancs et dorés. Couleur symbolique de l'espoir, Claire Isabelle Girard, radieuse dans son tailleur crème, vérifie une dernière fois le programme de cette inauguration qui lui tient tant à cœur. À 27 ans, elle a trouvé sa voie, transformé sa propre épreuve en source d'espoir pour les autres. « Ma chérie, tout est prêt ?» lui dit Marc en ajustant sa cravate dorée assortie aux couleurs du jour. « Tu es magnifique !» Depuis leur réunion, Marc a rajeuni de 10 ans, ses cheveux poivre et sel brillent sous le soleil, ses yeux bleus pétillent d'une joie retrouvée. L'homme brisé d'autrefois a laissé place à un père comblé et un philanthrope déterminé. « Regarde qui vient d'arriver !» murmure Claire en désignant un groupe qui s'approche. Martine, l'ancienne caissière, avance vers eux accompagnée de Thomas et de plusieurs autres employés du supermarché. Tous arborent des badges, équipe Marché Clair, et sourit avec fierté. « Isabelle, pardon. »« Claire », s'exclame Martine en la serrant dans ses bras. « Dire que je travaillais avec la fille du patron sans le savoir, tu aurais pu nous le dire. Je ne le savais pas moi-même, » rit Claire. « Mais maintenant, nous formons une vraie équipe. Comment va ton nouveau poste de coordinatrice des familles ? J'adore. Hier, j'ai aidé une maman de Marseille à retrouver son fils adopté il y a 15 ans. Ils vont se rencontrer la semaine prochaine grâce à nos recherches. » Thomas s'approche timidement, toujours aussi discret mais visiblement épanoui. « Claire, je voulais te remercier.
Grâce au poste que tu m'as donné au service informatique, ma petite sœur peut enfin étudier sereinement. Tu as changé nos vies. C'est vous tous qui changez des vies maintenant, répond Claire avec émotion. Vous qui avez vécu des difficultés, vous comprenez mieux que quiconque la souffrance des familles que nous aidons. Le maire de Lyon, François Dubois, arrive accompagné de plusieurs élus. Cette inauguration a pris une dimension régionale, tant l'histoire de la famille Girard a marqué les esprits. Mademoiselle Girard, Monsieur Girard, salue le maire. Cette initiative est remarquable. En 6 mois, votre fondation a déjà permis de résoudre 12 affaires de disparition. C'est exceptionnel. Ce n'est qu'un début, répond Marc. Nous prévoyons d'ouvrir des antennes dans toute la France d'ici 2 ans. Claire consulte sa montre. 11 heures, l'heure de l'inauguration officielle. Elle prend le micro installé devant l'entrée du centre et s'adresse à la foule rassemblée. Mesdames et messieurs, chers amis, il y a 1 an jour pour jour, je m'appelais Isabelle Roux et je travaillais comme auxiliaire de stock dans ce même magasin. Je ne savais pas que l'homme qui en était propriétaire était mon père, qu'il me cherchait depuis 20 ans. Sa voix porte claire et assurée. Et celle d'une femme qui a trouvé sa mission. Aujourd'hui, nous inaugurons un lieu unique en France, un centre entièrement dédié aux familles séparées, parce que derrière chaque disparition, il y a des cœurs brisés qui attendent, qui espèrent, qui refusent d'abandonner. Les applaudissements fusent. Dans la foule, Claire aperçoit des visages émus, des gens qui reconnaissent leur propre douleur dans ces mots. Ce centre propose des services gratuits, aide juridique, soutien psychologique, enquête privée, médiation familiale, mais surtout, il offre ce qui nous manque le plus quand nous sommes dans l'épreuve, l'espoir et la solidarité. Marc la rejoint au micro, posant fièrement sa main sur l'épaule de sa fille. Ma Claire a raison. L'amour familial est plus fort que tout, plus fort que le temps, plus fort que la distance, plus fort que la haine. Ce centre en est la preuve vivante. Ensemble, ils coupent le ruban doré qui barre l'entrée. Les portes s'ouvrent sur un espace entièrement repensé. Plus de rayonnage de supermarché, mais des bureaux accueillants, une salle de réunion, un espace détente pour les enfants, et surtout, une grande fresque murale représentant des étoiles dorées sur fond bleu ciel, la fresque des étoiles retrouvées, explique Claire aux visiteurs. Chaque étoile représente une famille réunie grâce à notre aide. Nous en avons déjà 12, et nous espérons en avoir des centaines. La visite guidée révèle l'ampleur du projet. Au rez-de-chaussée, l'accueil et les bureaux de consultation. Au premier étage, les archives informatisées et le centre de recherche. Au second, des appartements temporaires pour héberger les familles de passage. Nous avons investi 5 millions d'euros dans ce projet, précise Marc. Mais aucun service n'est payant. C'est notre façon de rendre à la société ce qu'elle nous a donné. Dans la salle de réunion, une surprise attend Claire. Sur les murs sont accrochées des dizaines de lettres de remerciements, de photos de familles réunies, de témoignages bouleversants. « Regarde celle-ci », dit Martine en montrant une lettre manuscrite. C'est Sophie Mercier, la maman de Marseille. Elle écrit « Grâce à vous, mon fils et moi nous sommes retrouvés après 15 ans. Claire Isabelle comprend notre douleur, parce qu'elle l'a vécue. Merci d'avoir transformé votre épreuve en cadeau pour les autres. » Claire essuie discrètement une larme. Chaque réunion familiale la ramène à sa propre histoire, à ce moment magique où elle a retrouvé son père dans ce même lieu. L'après-midi se poursuit par une conférence sur les enfants disparus. Des experts, des psychologues, des représentants d'associations témoignent de l'importance de cette initiative. Le Centre Marché Claire révolutionne l'aide aux familles, explique le docteur Sandrine Moreau, psychologue spécialisée. En centralisant tous les services au même endroit, en offrant un suivi personnalisé, vous créez un modèle unique en Europe. En fin de journée, quand les derniers visiteurs sont partis, Claire et Marc se retrouvent seuls dans le centre. Ils s'installent dans la salle de repos, où trône fièrement la couverture étoilée originale de Claire. Encadrée et éclairée comme une œuvre d'art, « Tu sais ce qui me rend le plus fier ?» dit Marc en contemplant sa fille. « Quoi, papa ? C'est que tu aies choisi de garder le nom d'Isabelle aussi, cette petite fille qui a survécu à l'orphelinat, qui a grandi dans la solitude mais qui n'a jamais perdu sa bonté. Elle mérite d'être honorée. » Claire touche l'étoile en diamant qui brille toujours sur sa poitrine. « Isabelle m'a appris la résilience. Claire m'a donné l'amour d'un père. Ensemble, elles forment la femme que je suis devenue. » Le soleil se couche sur Lyon, projetant ses derniers rayons dorés à travers les grandes baies vitrées du centre. Demain, dès 8 heures, les premiers consultants arriveront. Des parents en détresse,
des enfants cherchant leurs origines, des fratries séparées par l'adoption. « Papa » dit Claire en se levant, « j'aimerais faire quelque chose. » Elle se dirige vers la fresque murale et, avec un pinceau doré, ajoute une nouvelle étoile au centre de la composition. Une étoile plus grande, plus brillante que les autres. « Celle-ci, c'est pour nous », explique-t-elle, pour te rappeler que parfois, les fins les plus heureuses naissent des histoires les plus douloureuses. Marc la serre dans ses bras, inondé de gratitude pour ce miracle quotidien que représente la présence de sa fille. « Tu illumines ma vie, ma claire étoile, comme tu vas illuminer la vie de toutes ces familles qui vont pousser notre porte. » Sur la plaque dorée fixée à l'entrée du centre, on peut lire ces mots choisis par Claire, dédiés à tous les enfants qui attendent encore de rentrer chez eux et aux parents qui ne cessent jamais de chercher. Ici, l'espoir renaît chaque jour, car l'amour familial ne connaît ni frontières ni limite de temps. Et en plus petit, la signature. Claire Isabelle Girard, présidente de la Fondation L'Étoile Retrouvée, une histoire sur l'amour paternel indestructible, la justice divine, le pardon et la preuve que certains liens sont si forts que ni le temps ni la distance ne peuvent les détruire. Une histoire qui commence vraiment aujourd'hui, dans ce lieu où chaque jour, l'impossible devient possible.